chers auditeurs de la 98.7, bonjour. Comme d'habitude, sur cette fréquence, nous recevons un invité de la semaine pour discuter sur l'actualité politique du Sénégal. Aujourd'hui, nous recevons le doyen Demba Ramata Dia qui nous fait l'honneur de venir discuter avec nous. Bonjour, M. Dia. Bonjour, M. Diouf. Je vous laisse la parole, saluer nos chers auditeurs. Bon, chers auditeurs de Océan FM, c'est tout un plaisir d'être là avec vous et pour pouvoir répondre aux questions qui nous seront posées par M. Diouf. Merci, M. Dia. Alors, ma toute première question, la corruption au Conseil constitutionnel. Une information qui occupe le devant de l'actualité dans notre pays. Le groupe Liberté, Démocratie et Changement, PDS ici, alors exige une mise en place d'une commission d'enquête parlementaire visant à faire la lumière sur l'élimination dans des conditions foncièrement troubles de candidats à l'élection présidentielle du 28 février 2024, en particulier Karim Meïssa Wade. Alors pourquoi en est-on arrivé à ce stade? Bon, M. Diouf, l'actualité qui fait débat actuellement, c'est le Conseil constitutionnel avec tout ce qui s'est passé depuis le parrainage. Si on interroge l'histoire récente de la politique sénégalaise, on se rend compte que pour la première fois, le Conseil constitutionnel a été aussi malmené par l'opinion publique, par les acteurs politiques. Pourquoi? Parce que si on fait un retour en arrière quelques jours avant, il y avait eu ce qu'on appelle la vérification des parrainages. Tout à fait. Cette vérification a été émaillée vraiment de dysfonctionnement. On a vu qu'il y avait près de 900 000 électeurs qui étaient introuvables, des clés inexploitables, des candidats qui avaient déposé le dossier et qui ne figuraient pas sur le fichier électoral. On avait aussi l'impression que le fichier que détenait la Sénat avec celle de la DGE, avec celui de la DGE et celui du Conseil constitutionnel apparemment n'étaient pas les mêmes. La Sénat a eu même à reconnaître que le fichier qu'il détenait n'était pas le bon et n'était pas mis à jour. Donc ce que veut dire simplement, il y a tellement de failles dans ce processus électoral qui ont fait élever la voix chez certains et qui ont eu aussi des recalés, ont eu à dénoncer, à faire des recours. On a assisté à ce que je pourrais appeler un bal de recours. Donc ça veut dire cette année, le Conseil, l'histoire de la politique sénégalaise, surtout en ce qui concerne le Conseil constitutionnel, a été ponctué par des situations inédites. Inédites, tout à fait. Parce que le Conseil constitutionnel en est arrivé même à ce que certains le logent dans l'univers de la corruption. Bon, c'est des accusations extrêmement graves venant de la part d'acteurs politiques. On en est là. Ces acteurs politiques ont même demandé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour situer les responsabilités et éclairer la lanterne des uns et des autres. Mais du côté du Conseil constitutionnel, on se braque et les membres soutiennent ceux pour lesquels sont accusés et se disent prêts à en découdre avec
l'Assemblée nationale. Donc nous sommes là, il y a ce que je pourrais appeler la guerre des institutions. Tout à fait. Entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif incarné par l'Assemblée nationale et le pouvoir judiciaire incarné par le Conseil constitutionnel, ce qui peut déboucher sur une crise institutionnelle. Alors, il y a 7 sages au Conseil constitutionnel. Oui. Alors, pourquoi 2 membres du Conseil ont été indexés? Il s'agit de Cheikh Tidiane Coulibaly et de Cheikh Ndiaye. Bon, d'après les libéraux qui ont eu à initier cette commission d'enquête parlementaire, ils les accusent de corruption et de collusion avec certains candidats, en même temps aussi de conflit d'intérêts. Parce que vous n'ignorez pas que Cheikh Tidiane Coulibaly est le frère d'Abdoulatif Coulibaly. Ça, c'est un fait biologique. Ça, c'est pas ce qui peut nous induire dans ce domaine. Mais ce qui est sûr, les accusations soulevées par les libéraux sont extrêmement graves. Tout à fait. Parce que ça part de corruption dans un corps d'élite, dans un corps qui doit juger les Sénégalais, qui doit être au début à la fin du processus électoral et devant une juridiction devant laquelle le président de la République doit prêter serment. Donc ce qui se passe dans nos pays est extrêmement grave et il y a lieu qu'on tempère les ardeurs des eaux et d'eau pour ne pas arriver à l'île. Mais maintenant, ce qui est sûr, c'est que la commission d'enquête parlementaire a été mise sur pied, elle est à pied d'œuvre et va incessamment démarrer ses enquêtes. Maintenant, du côté de l'UMS, l'UMS a dit que ses membres ne peuvent pas, le Conseil constitutionnel ne peut pas être entendu. Ne peut pas répondre à cette convocation. Ne peut pas être entendu par, ils sont couverts par un certain privilège de justice qui fait que seule l'autorisation du Conseil leur permettra d'aller répondre à une convocation quelconque. Maintenant, du côté des députés, j'ai vu hier des députés qui menaçaient même les juges pour dire que ils ont cité un article dans lequel toute personne doit répondre sur convocation des parlementaires dans une commission d'enquête. Donc ça veut dire qu'il y a 2 positions opposées. Maintenant, ça va, nous allons droit vers un affrontement. Pour le moment, le procureur ne s'y est pas mêlé, mais il y a aussi autre chose. Quand le procureur entame une instruction judiciaire, normalement, la commission d'enquête parlementaire doit arrêter. Donc, c'est vous dire, nous sommes dans un imbroglio indescriptible où les cœurs se sont réchauffés et les nerfs. Il y a lieu maintenant de voir quelle est la solution pour que le processus électoral puisse terminer. Du côté des acteurs politiques qui ont eu à enclencher la commission d'enquête parlementaire, eux, ils veulent le report des élections. Nous sommes à moins de 2 mois de la présidentielle 2024 et un report, je crois que c'est un peu trop tard. Ok, nous reviendrons sur ce report-là. Alors, les 7 sages ont reçu le soutien des membres de la commission de vérification des parrainages, la Sénat, commission électorale nationale autonome, et des personnalités indépendantes, n'est-ce pas? Alors, désignées par le Conseil constitutionnel et des agents de l'administration qui participaient aux vérifications des parrainages en tant qu'observateurs. Alors, pourquoi ils entrent dans la danse et pourtant ils ne sont pas concernés par la plainte ou bien leur honneur a été touché? En tout cas, ceux qui ont déjà eu à parler, les sages, ils parlent par solidarité. C'est normal parce qu'ils appartiennent même ensemble. Parce qu'ils ont travaillé ensemble. Ils ont travaillé ensemble, donc ils parlent par solidarité. Ensuite, ils vont donner des gages
que Cheikh Tidiane Koulibaly et Cheikh Ndiaye sont exempts de tout reproche. Du côté de l'UMS, c'est la corporation qui a agi. C'est la fibre corporative qui a agi. Donc ça veut dire que les responsables de l'UMS veulent défendre un des leurs. Parce que quand on s'attaque à un juge de cette manière, dans un angle aussi délicat que la corruption, donc ça veut dire qu'il y a lieu de stopper ça, et ils sont dans leur rôle, c'est de faire en sorte que un des leurs ou deux des leurs ne soient pas inquiétés ou bien traînés dans la boue, parce que leur honorabilité est mise à rude épreuve. Ok. Alors, le juge Cheikh Ndiaye, pour le nommer, dépose une plainte pour outrage et diffamation. Discrédit sur une décision de justice. Alors, la plainte vise les auteurs non identifiés de la déclaration, non signés d'un parti politique. Mais alors, à quoi joue-t-il le PDS? Pourquoi ils n'ont pas été courageux et essayer de signer la lettre? Mais c'est une lettre qui n'a pas été signée. C'est ce qu'on dit. Donc il a fait une plainte contre X. Mais l'essentiel, c'est X là. On le devine. Et puis c'est X là, on va le déterminer. Donc ça veut dire que même si c'est contre, pas un contre, on va appeler des gens pour leur dire: vous êtes liés à ça, qu'est-ce qu'il y a? Faites-nous éclairer notre lanterne. Mais pourquoi ils n'ont pas signé ça? Donc ça, c'est une question de stratégie ou pas? Certainement, c'est une stratégie. Parce que la corruption est un domaine extrêmement sensible et difficile à prouver. Donc c'est qu'il veut s'entourer de toutes les garanties pour ne pas être inquiété. Mais je crois que cela n'est pas suffisant. Parce que tout le monde sait que ceux qui disent ça sont le PDS, et c'est depuis Karim. C'est Karim qui a annoncé la couleur. En s'attaquant d'abord à Amadouba, ensuite à Thierno Alassane Sall. Donc ça veut dire que ensuite Karim a dit qu'il vient de remporter une victoire. Maintenant, ce qui reste à faire, l'autre victoire, c'est le report de la présidentielle de 2009. Donc ça veut dire que il y a ces acteurs politiques-là sont dans des postures différentes. Il y a certains parmi eux qui sont pressés d'aller en découdre avec l'électorat. Maintenant, il y a certains parmi eux qui ne sont pas prêts à faire, donc, du côté de l'APR comme du côté du PDS. Donc il y a une frange importante qui ne veut pas aller aux élections. Sans compter aussi, il y a les recalés qui veulent que le processus reprenne son cours. Donc ça veut dire implicitement ils demandent un report. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut favoriser un report? Il n'y a aucune catastrophe naturelle. Il n'y a aucun candidat qui a perdu son âme. Donc il n'y a aussi aucune situation extrêmement grave. Il n'y a aucune menace, à mon avis, sur la stabilité du pays qui peut nous conduire à un report de la présidentielle. Mais le Sénégal est un pays extraordinairement bizarre. C'est un pays où les paradigmes sont inversés, où l'anormalité est souvent la norme, ce qui perdure le jeu politique, économique, social et environnemental même. Ok. Alors, la conférence de presse des leaders de la coalition Diomaye président soupçonne un deal entre le PDS et la coalition Benno Bokk Yakaar. Alors, ils disent que le président veut appliquer l'article 52 pour profiter de cette situation-là confuse. C'est une situation confuse. Alors, pour reporter les élections. Qu'en dites-vous? En tout cas, ce qui est sûr, d'après ce que j'ai entendu du président de la République, il a fait savoir à tout le monde que les décisions du Conseil constitutionnel sont sans recours. Ensuite, il a signé le décret pour la convocation du corps électoral et que si tout va bien, le 25 février, Inch'Allah, ça sera la présidentielle. Maintenant,
il y a de ces membres de l'APR et de Berlin qui disent et qui sont très proches même de lui, en l'occurrence Mambagna, qui flirtent pour le report. Il y a aussi Souleymane Diop qui avait annoncé la Cour il y a un peu plus de 2 mois pour dire que le report sans compter aussi ses alliés, dont l'un qui s'appelle Mamadou Ablaye Guissé, un proche de Abdoulaye Daouda Diallo, le conseil spécial d'Abdoulaye Daouda Diallo, a dit clairement qu'il veut un report des élections. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de théoriser sur la pertinence d'un report qui serait lié à des craintes d'une instabilité dans un proche avenir, ou bien à des irrégularités liées au processus électoral. Donc ça veut dire que maintenant le président de la République dans notre pays a ce qu'on appelle des pouvoirs énormes. Et dans ces pouvoirs, il y a un qui s'appelle le pouvoir exceptionnel du président de la République. Il peut en user. C'est l'article 52. C'est relatif à l'article. Il peut en user comme il peut en abuser. Donc ça veut dire tout simplement notre pays est soumis à une tension latente et il sera difficile de faire avaler la pilule du report aux Sénégalais. Je ne sais pas comment le président, mais je crois que l'impossible report est là. Pourquoi? Parce que beaucoup de Sénégalais s'accommoderaient mal de voir cette élection-là repoussée. Et aussi, quel est le justificatif qu'on pourrait donner aux Sénégalais pour leur dire qu'on va vers un report? Il y a déjà Guy Marius Sagna qui dit qu'à partir du 3 avril, du 19 avril, ils vont mettre si le président Macky Sall reporte l'élection, ils vont mettre en place un gouvernement parallèle. Donc tout ça, on va vers des problèmes. Si la spirale du report n'est pas stoppée, on risque d'aller vers des situations très tendues et qui nous profitent à notre économie. Tout à fait. Une économie extrêmement faible. Tout à fait. Une économie extravertie. Une économie qui se cherche. Une économie qui a besoin d'une bouffée d'oxygène, sans compter ces nombreux milliards qui passent entre les mains de certains. On a vu avec la Covid 2019, 2020. Donc ces milliards dont jusqu'à présent qui ne sont pas élucidés. Tout à fait. Sans compter la spirale de scandale, 45 milliards par là. On parle aussi de 12 milliards qu'on aurait donné à Sonko. Donc il y a tellement de scandales dans ce pays et un autre scandale, ce serait de trop. Les gens n'en ont pas besoin. Maintenant pour moi, il ne doit même pas y avoir de débat. C'est un non-débat, le report de la présidentielle. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est que le calendrier électoral soit respecté et à date échue. Parce que si on interroge l'histoire récente de la politique sénégalaise, on se rend compte depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de report d'une présidentielle. Nous avons eu 11 présidentielles, celle-là c'est la 12e, il n'y a jamais eu de report. Et pourtant, il y avait des situations extrêmement délicates. Si on revisite le rétroviseur, la situation de 1962-63 avec Mamadou Dia, la crise, il y a mai 68 avec ce Sénégal-là qui était sans dessus, sans dessous. Tout à fait. Bon, 93 avec l'assassinat de Mercé, le vice-président, et la démission du juge Kevambey. Tout à fait. Pourtant, on n'a pas reporté. Donc, ça veut dire tout simplement que le report est un faux débat et que les conditions ne sont pas réunies pour en faire une priorité. Les Sénégalais ont hâte de passer à l'acte parce que ce qu'ils veulent maintenant, ce n'est pas un nouveau président. Mais les Sénégalais veulent un président nouveau, capable de connecter la jeunesse au fil de l'espoir, capable de connecter le peuple
au fil de l'espoir. Parce que ce peuple-là, bon nombre de Sénégalais ont perdu confiance en leur présent, ils ont perdu confiance en leur avenir, ils ont perdu confiance aussi en ce qui les gouverne. Ils semblent avoir fait le deuil de leurs espérances. Il y a lieu de faire renaître l'espoir. Ok. Et il y a un homme qui porte cet espoir-là, c'est Ousmane Sonko qui a été mis en prison. Alors, mais il a nommé Diomaye qui va continuer le projet. Alors, la coalition Diomaye président a dit clairement qu'elle veut aller à l'élection. Alors, elle est prête si Macky Sall use de son excès de pouvoir, comme vous venez de le dire tout à l'heure, avec l'article 52, pour reporter ces élections-là. Ça confirme ce que vous disiez tout à l'heure. En tout cas, ce pays, on a eu toujours des problèmes avec les lois. On a eu toujours des problèmes avec la justice. Pourquoi je dis cela? Parce que les lois sont souvent sujettes à des interprétations. Nos lois ne sont jamais claires. Elles ouvrent souvent des brèches. C'est pour vous dire, donc, tout le monde peut les manier à sa guise. Donc, maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'il y a 20 candidats. Déjà, c'est une masse d'argent énorme. Tout à fait. Parce que nous avions 5 candidats en 2000. Les élections passées. 2019. Avec ces 5 candidats, le Sénégal a dépassé 15 milliards. Nous en avons 20. Multiplie 15 par 4. Ça te fait 60 milliards. Tout à fait. 60 milliards, tu enlèves un peu. Donc, au bas mot, le Sénégal va dépasser 50 milliards pour ces élections. Et puis, la perte de temps. Parce que 20 candidats, c'est pas. Donc, le bureau peut fermer vers 20 heures. Donc, tout ça, c'est des problèmes. Au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes, on s'attaque à ce que j'appelle des détails. Parce que le Conseil constitutionnel a été imbu d'un pouvoir. Et ce même Conseil constitutionnel, c'est ce même Conseil constitutionnel qui a validé la candidature de ces 20 personnes. Elles n'ont rien dit. Donc ça veut dire tout simplement, les acteurs politiques jouent par rapport à leur ambition, par rapport à leurs intérêts et par rapport aussi aux situations de l'heure. Mais tout compte fait, le président Macky Sall est en face de l'histoire. Tout à fait. Il sera jugé par le tribunal de l'histoire. Et son action du 3 juillet 2023 l'a grandi. Il doit sortir par la grande porte, organiser des élections transparentes et inclusives et faire en sorte que tout se passe normalement et que le meilleur gagne. Ok. Et lui, le président Macky Sall, il a choisi un candidat qui s'appelle Amadou Gouldeba. Alors, il l'a choisi et ce candidat ne fait pas l'unanimité au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Bon, alors, oui, allez-y. Depuis sa nomination, et on voit que sa cote de popularité laisse à désirer. Amadou Ba, pour être leader, il y a 3 légitimités à satisfaire. La première, c'est la légitimité charismatique. Lui, il l'a. Oui. Ok. La deuxième, c'est la légitimité historique. Par rapport à l'APR, il n'a pas été partie des membres fondateurs de l'APR. Bon nombre d'entre eux le considèrent comme un militant de la 25e heure. Tout à fait. Donc ça veut dire que sa légitimité historique au niveau de l'APR peine à être une réalité. L'autre écueil, c'est sa représentativité populaire. Quand on perd très souvent Parcelles Assainies, sa problème qu'on n'arrive pas à gagner, sans compter aussi ces fronts
de l'intérieur, des proches même du président Sall. Donc des proches qui ne veulent pas de sa candidature, donc ça veut dire qu'il a d'énormes problèmes. Il doit se battre par rapport pour s'imposer d'abord, parce que jusqu'à présent, on ne sent pas le candidat. On sent Macky Sall dans ses œuvres, mais on ne sent pas, il ne s'est pas encore détaché de la tutelle du président de la République en tant que candidat. Donc, il est sous l'ombre du président de la République. Donc, il doit s'afficher, montrer qu'il est là, et celui qui a le volant et qui a le gouvernement. Donc, il reste sur ce plan-là. Maintenant, faire en sorte que taire les contestations au sein de la mouvance présidentielle, faire en sorte que tout le monde se ressemble autour de la personne, ce qui sera extrêmement difficile. Donc, sans compter aussi ces candidats-là qui sont issus des flancs de Benno, que sont Boun Abdallah, Ali Ndiaye et Mambo Diao. Donc, tout à fait. Mais maintenant, au-delà de ça, il a une opposition aussi qui ne lui laisse aucune marge de manœuvre, qui l'attaque à tout bout de champ et qui en fait. Bon, au-delà de ça aussi, il doit battre ce que j'appelle le PDS, qui n'est pas le parti de Wade, mais le parti de la demande sociale. Ce parti-là, il est composé de ce Sénégalais qui peine à nourrir sa progéniture, ce Sénégalais qui souffre pour faire enseigner ses enfants, ce Sénégalais qui souffre pour se soigner, ce Sénégalais qui pleure pour un avenir incertain, ce Sénégalais traumatisé par le chômage des jeunes. Donc tout ça, c'est des combats qui concernent le parti de la demande sociale et qu'il faudra gagner. Je ne sais pas s'il aura le temps pour convaincre, parce que le temps est le principal ennemi de Amadou Ba, sans compter cet amas de francs autour de lui. Donc ce ne sera pas très aisé pour lui, mais les obstacles sont faits pour être franchis. Peut-être le coefficient personnel de Macky Sall va jouer, mais ce ne sera pas suffisant. On verra de toute façon, l'ouverture de la campagne, c'est pour bientôt. Peut-être il va s'afficher. Alors, de l'autre côté, une coalition qui fait l'unanimité, ou du moins personne n'a riposté la décision de Ousmane Sonko sur le choix de Bassirou Diomaye Faye, n'est-ce pas? Alors, le choix de certains candidats spoliés, voilà, c'est ça. Donc, de l'autre côté, une coalition qui fait l'unanimité. Alors, vous avez constaté que le choix de Bassirou Diomaye Faye n'a pas été du tout contesté. On ne l'a pas senti. Donc, le PASTEF a une particularité. C'est des gens qui ont un projet et qui croient à cette vision, et aussi qui estiment que n'importe qui d'entre eux peut porter le projet. Parce qu'un parti qui a été dissous en 2023, donc ces deux principaux leaders que sont Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont emprisonnés, sans compter les nombreux lieutenants qui croupissent dans les geôles. Tout à fait. Donc, si ce parti-là arrive à avoir 3 candidats à une présidentielle, sans compter les écueils qu'ils ont eu à surmonter par rapport au parrainage, ça veut dire que simplement, ils ont fait preuve de génie politique. C'est ce qui a manqué malheureusement au PDS. Le PDS n'a compté que sur Karim. Tout à fait. Un parti qui a fait 26 ans d'opposition, 12 ans au pouvoir, 12 ans encore à l'opposition, ne doit pas être absent à un rendez-vous aussi important que la présidentielle de 2020. Donc c'est vous dire. Et ça fera deux élections, deux élections successives pour le PDS. Le mal du PDS, c'est que en réalité, le problème du PDS, c'est Karim Wade. Parce que le PDS n'a jamais cherché à s'affranchir de la tutelle de Wade
Ensuite, le PDS n'a jamais cherché à se libérer de Karim Wade, qui depuis Doha contrôle le parti, le gère à sa guise, place ses hommes qui sont généralement issus de ce qu'il a appelé à l'époque la génération du concret. Donc ça veut dire qu'on est en train de tuer le parti et il risque d'être enterré à Doha, là-bas, loin du Sénégal. C'est vous dire simplement. Maintenant, revenons au passif, l'ex-passif, pour ne pas enfreindre les lois du pays. Tout à fait. Mais c'est vous dire que ça a été une qui. Maintenant, le projet peut être incarné par n'importe qui, que ce soit Diomaye ou n'importe, parce qu'il y a un leader charismatique qui est là et qui a réussi à pénétrer le cœur de tous les segments sociaux. Dans sa grande, que ce soit la jeunesse, les femmes, les adultes, le troisième âge. Donc, il porte donc, ensuite, compte tenu de ce qu'il vit, il y a certains Sénégalais qui voient en lui le symbole de l'injustice. Donc, tous ces Sénégalais-là se regroupent. Maintenant, quand Ousmane Sonko indique une direction, donc celui qui polarise la direction peut bénéficier de l'aura national et international de Ousmane Sonko. Mais ce n'est pas suffisant. Il faudra convaincre les Sénégalais de la pertinence de ce choix. En même temps, des idéaux, bien vrai, il y a beaucoup de gens qui croient à ce projet. Et ce qui est sûr, la boussole électorale de 2024 sera entre les mains du PASTEF. Je ne sais pas, je ne vais pas dire qu'il va gagner ou pas, mais en tout cas, il va jouer un rôle majeur. Ok. Le choix de certains candidats spoliés ou recalés de rejoindre la coalition Diomaye Président. On note Marito Niane, les Cheikh Bamba Dièye, les Pape Kabo et autres. Alors, c'est normal ou anormal? Bon, c'est normal parce que nous sommes dans le temps des manœuvres. Nous sommes dans le temps de positionnement. Nous sommes dans le temps de coalition. Eux, ils voulaient être à la place de Diomaye. Ils ne l'ont pas. Tout à fait. Ils n'ont pas réussi à ça. Donc, ils s'arriment au basque de Diomaye. Et Diomaye, c'est son temps. Parce que c'est le temps de l'ex-passif. Donc, c'est des manières intelligentes de pouvoir, après la prise du pouvoir prétendre à des responsabilités ou pouvoir gérer une parcelle de pouvoir. Maintenant, le seul hic, c'est que nous avons dans notre pays deux tares congénitales qui gangrènent la classe politique. L'une de ces tares est ce que j'appelle l'inconstance. Comme disait Serigne Abdoul Ahad Mbacké, celui qui mérite considération, c'est celui-là dont les paroles d'hier corroborent ses actions d'aujourd'hui. Maintenant, ils ont une autre tare congénitale aussi, c'est l'incohérence. L'incohérence, pour dire simplement, les gens qui n'ont aucune vision commune, qui n'ont aucune trajectoire commune, qui n'ont aucune destination commune, ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. D'ailleurs, certains étaient dans Yewwi depuis très longtemps, après ils ont quitté. Donc ça veut dire que c'est le pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Parce que Diomaye, si Diomaye arrivait au pouvoir, il ne pourrait pas laisser Marito Niane dans la touche. Il ne pourrait pas laisser Mimi dans la touche. Il ne pourrait pas laisser Cheikh Bamba Dièye dans tout. Donc tous ces gens-là auront des parts de responsable. Finalement, le projet se meurt et change de couleur. Donc ça veut dire que, mais c'est comme ça la politique au Sénégal. La politique au Sénégal, elle a sa dynamique propre. Mais est-ce que Diomaye présentement n'a pas besoin de ces gens-là? C'est ça le problème. Parce que la politique, c'est l'addition. Diomaye en a besoin. En ce moment, il en a besoin. Il en a besoin, tout à fait. Eux aussi, ils ont besoin de Diomaye. Tout à fait. Maintenant, c'est un marché de dupes où chacun cherche son intérêt. La politique, c'est la gestion des intérêts. C'est la gestion des opportunités, c'est la gestion des situations. Malheureusement,
notre manière de faire la politique au Sénégal a sa dynamique propre qui résiste aux principes les plus sacrés, aux serments les plus mirobolants. On peut vomir et le ravaler, on peut ravaler et vomir. Donc ça veut dire que les ennemis d'hier sont des amis d'aujourd'hui, les amis d'aujourd'hui sont des ennemis de demain. Donc ça veut dire nous sommes dans un capharnaüm incompréhensible et il n'y a pas de lisibilité. Je vous dis une chose, même si un expert de la Sorbonne en sciences politiques arrivé au Sénégal, il aurait du mal à déchiffrer ce qui se passe. Quand tu observes la scène politique sénégalaise, tu as l'impression d'être en face d'une vaste comédie. Tout à fait. Maintenant, quand tu essaies de sentir ce qui se passe, mon cher, vous vivez une véritable tragédie. C'est tout simplement pour vous dire, lorsque vous comprendrez la politique sénégalaise, ça veut dire qu'on vous l'a très mal expliqué. En tout cas, nous, en tant que journalistes, nous sommes des fois un peu confus sur, sur cette pratique-là. Alors, en mettant Ousmane Sonko en prison, dissoudre son parti, le PASTEF, et mettre des milliers de ses membres en prison. Alors, est-ce que le Conseil constitutionnel n'a pas ressuscité ce PASTEF, ce parti PASTEF, d'une autre manière, en acceptant la candidature de Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Le PASTEF renaît. C'est la renaissance du PASTEF en fait. Parce qu'on l'a dissous croyant que c'est fini, mais le PASTEF existe toujours. Le PASTEF semble être plus puissant, semble aussi conquérir les cœurs les plus endurcis. Je ne sais pas si cela va se traduire par les urnes, mais ce qui est sûr, beaucoup de Sénégalais sont en train de nourrir un sentiment profond pour ces gens-là. Donc la prison n'a jamais réglé le problème. Les gens en prison, très souvent, leur cote de popularité hausse et leur capital de sympathie aussi flambe. Donc c'est vous dire simplement que la prison, après la prison, c'est généralement le palais. Donc pour certains candidats. Ok, l'opposition radicale sénégalaise, je ne sais pas, traite Macky de pratiques pharaoniques. Il est comparé à Pharaon. Alors, êtes-vous d'accord sur cette appellation? Être pharaon, c'est trop dire quand même. Parce que nous, au Sénégal, même si la démocratie a des failles énormes, il y a des choses qui ne devraient pas avoir, mais il y a une certaine démocratie. Les gens parlent, les gens s'organisent, les gens... Donc s'il était un pharaon, ce qui est sûr que Diomaye et beaucoup d'autres ne passeraient pas. Donc ça veut dire qu'il a des limites objectives. Et s'il était pharaon aussi, l'opposition n'aurait pas 80 députés. Donc ça veut dire qu'il a les mamelles, mais il a des limites objectives. Donc c'est ça. Maintenant, ça c'est des déclarations de politiciens. Que Wade n'a-t-il pas dit à Diouf? Que Macky n'a-t-il pas dit à Wade? Que l'opposition actuelle n'a-t-il pas dit à Macky? Et l'opposition de demain, que ne dira-t-il pas? Donc ça veut dire que c'est des cas. Mais l'essentiel, il y a un ciment qui est là et on fait des élections, bien même si c'est critiqué, la vie poursuit son cours normal, la justice est là malgré ses dérives, etc. Mais ce qui est sûr, on réussit à, mais nous sommes loin de ce pays-là, tyrannique ou dictatoriaux ou pharaoniques, quoi. Ok. Alors, pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, alors un candidat déclaré est en prison. Alors, tous les candidats sont convoqués à la RTS pour l'enregistrement, n'est-ce pas? Ou bien seront convoqués à la RTS pour l'enregistrement. Sauf Diomaye. Oui. Alors, voilà. Donc, les candidats vont dans une compétition, n'est-ce pas? Alors, donc, il y a des règles, surtout l'égalité des chances. Alors, est-ce que la justice ne devait pas permettre à Diomaye
d'être libre et de faire convenablement sa campagne électorale. En tout cas, si on met nos sentiments en premier lieu, bon, si on fait le code électoral, il y a lieu de dire que les candidats doivent avoir les mêmes chances et être mis dans les mêmes conditions optimales de réaliser leur ambition. Malheureusement, il y a là un vide juridique. Le cas de Diomaye est un cas exceptionnel qui n'a pas été prévu par la loi. Ce n'est pas parce que tu es en prison que tu es candidat qu'on doit te libérer. Ça, le droit ne l'a pas dit. Donc, il appartient au juge de voir par rapport à son interprétation et à son intime conviction, comme on dit, de le libérer ou de le garder en prison. Mais je crois que dans cette affaire-là, il mérite, parce que c'est un cas atypique qu'on n'a jamais connu dans notre pays. D'ailleurs, dans d'autres pays comme le Niger, on l'a connu, au Brésil avec Lula, mais dans notre pays, on ne l'a jamais connu. Donc ça veut dire que je crois qu'on peut faire avec Diomaye ce qu'on peut appeler une jurisprudence, le libérer pour qu'il aille à campagne. Maintenant, la question qui mérite d'être posée est celle-ci. Si Diomaye devenait président de la République, qu'est-ce qui se passerait? C'est ça la grande question. Oui, j'ai posé cette question-là à mon invité la semaine passée. Donc ça veut dire que ça, c'est un véritable problème. Oui, c'est un véritable problème. Parce que est-ce que le président de l'Assemblée nationale va continuer à gérer le pays comme que c'est le dauphin constitutionnel? Donc, ça veut dire que les juges ont là un sérieux os à croquer et ma foi, ça ne sera pas facile. Donc, est-ce que l'élégance républicaine ne doit pas permettre au président Macky Sall, comme ça, même pour décanter la situation tendue, de laisser Bassirou Diomaye Faye faire sa campagne électorale comme les autres? Le président Macky Sall, ce qu'il a dit était clair. Je vais donner instruction à monsieur le ministre de la Justice. Mais le ministre de la Justice, qu'est-ce qu'elle a dit pour faciliter, donc le ministre de la Justice. Elle a répondu, n'est-ce pas? Elle en a parlé. Mais ce qui est sûr, moi, c'est le juge qui a le dernier mot. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire qu'il n'existe pas une justice indépendante, mais des juges indépendants. Vous voyez ce qui s'est passé avec Sébastien Faye, ce qui s'est passé avec John. Ok. Donc Ousmane John, oui. Voilà, donc ça veut dire tout simplement que c'est un véritable problème. Et je ne sais pas où est-ce qu'on va trouver la solution, mais les Sénégalais sont assez intelligents. Toujours, en pareil cas, on trouve toujours la solution idéale, quoi. Ok. Alors, les organisations internationales commencent à élever la voix. L'Union européenne demande la mise en liberté provisoire de Bassirou Diomaye Faye. Mais jusqu'au moment où on vous parle, l'État ou la justice s'entête à le libérer. Vous savez, il faudrait aussi une chose. Eux, ils disent ce qu'ils veulent ou bien ce qu'ils espèrent être le mais le droit n'a rien dit dans ce cas. Donc il appartient au juge. Non, je ne dirais même pas un vide juridique, mais c'est un néant juridique. Il n'y a rien qui a été prévu pour ça. Donc il appartient au juge, par rapport à sa conscience et par rapport à son intime conviction, de prendre la décision qui semble signe pour lui. Maintenant, l'Union européenne peut taper sur la table, mais le juge, il dira ce qu'il a à dire. Et maintenant, si on pouvait le libérer, je crois que ce serait une bonne chose pour l'image de la démocratie. Mais le Sénégal a signé des accords avec ces organisations internationales-là. Donc eux, ils ont leur mot à dire, normalement. Même s'ils ont leur mot à dire, mais la souveraineté, elle appartient au Sénégal. Donc ça veut dire que on peut trouver une solution pour Diomaye. Mais moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que Diomaye soit libéré et qu'il fasse sa campagne électorale
dans les mêmes conditions que les autres 19 candidats, et pour la démocratie, pour l'équité et aussi pour la morale républicaine. Ok. D'autant plus que Bassirou n'a pas été jugé ni condamné du tout. Ouais. Ok. Merci. Alors, chers auditeurs, nous recevons aujourd'hui le doyen Demba Ramata Dia. Demba Ramata Dia est le directeur de publication de Direct News. On a presque terminé. En 2000, il y a eu une alternance pacifique historique. Vous en avez parlé même avec Abdou Diouf. En 2012, Abdoulaye Wade a fait de même. Alors en 2024, sous Macky Sall, rien n'est encore clair. Tout est bloqué, le fichier électoral introuvable par les candidats. On nous parle de 900 personnes. 900 000. 900 000 personnes, électeurs introuvables sur le fichier. Alors, ma question est est-ce qu'il peut y avoir d'élections transparentes dans ces conditions-là? Bon, difficile de répondre que les élections seront transparentes ou pas, mais ce qui est sûr, il y a tellement de récriminations à l'endroit du Conseil constitutionnel, il y a tellement de récriminations à l'endroit de la DGE. La Sénat a depuis lors montré son incompétence à avoir même un fichier fiable. Donc ça veut dire qu'il y a tellement de problèmes lors de ces présidentielles que les craintes sont légitimes. Donc les gens ont des soupçons, sans compter l'affaire du PDS avec les deux juges qui sont... Donc ça veut dire que c'est un magma de problèmes qui est là, et il sera difficile de trouver après la présidentielle de trouver un calme plat dans ce pays. Donc nous allons vers des contestations terribles et ça risque de dégénérer. Je ne sais pas quelle sera l'issue de cette élection présidentielle dont les paris sont très ouverts. Les chances des uns et des autres sont là, mais ce qui est sûr, l'électeur aura un problème pour se déterminer face, à moins qu'on soit un fervent militant d'un parti, mais cette masse silencieuse-là aura tellement de problèmes pour se déterminer. Parce que quand vous regardez dans ce pays, nous avons 339 partis. L'ensemble des militants de ces 339 partis ne fait pas 500 000 personnes. Le corps électoral est 7 millions. Les 4 millions au maximum vont voter. Donc ça veut dire qu'il y a 3 500 000 qui sont chez eux. Ils attendent le grand soir pour se déterminer un dimanche du 25 février pour faire leur choix par rapport à tous ces électeurs qui se vendent, qui disent qu'ils sont le meilleur profil. Hier, j'ai entendu quelqu'un dire, comme Malick Gakou, qu'il est le meilleur profil parmi tous les candidats. Il a égrené un chapelet de qualité, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, nous allons vers une campagne intéressante. Et la réalité, est-ce que la réalité sur le terrain n'est pas... Voilà, il y a une réalité sur le terrain. Parce que les Sénégalais maintenant ont une maturité extraordinaire en matière... Ils ont acquis un degré de citoyenneté élevé. Extraordinaire. Les Sénégalais savent là où ils vont. Tout à fait. Et savent se respecter au moment de grands choix. Le peuple anonyme sait se faire respecter au moment de grands choix. Tout à fait. Et le rendez-vous du 25 février est un rendez-vous historique parce que ça va déterminer les 5 ans à venir. Parce que ce que nous avons vécu jusque-là avec sa spirale inflationniste, les prix montent, le coût de la vie est trop élevé. Donc les gens souffrent, la campagne agricole n'est pas de meilleure, sans compter aussi le grand problème de ce régime, c'est le chômage des jeunes. Donc on a vu pourtant le président avait promis 500 000 emplois par an.
Est-ce qu'il l'a réussi réellement? En tout cas, lorsqu'il venait au pouvoir en 2012, le président Macky Sall nous avait fait rêver par ce slogan généreux. On se rappelle de rien ne sera plus comme avant. Comme avant, tout à fait. Ça ne l'a pas été. La patrie avant le parti. La patrie avant le parti. Bon, gouvernance sobre et vertueuse. Je ne mêlerai jamais ma famille dans la gestion du pays, ce qui n'a pas été le cas. Tout à fait. Sans compter aussi, donc il y a tellement de choses, il nous a promis que, donc, mais c'est dommage, sur le plan immatériel, il y a beaucoup de failles qui ont été notées. Les scandales financiers sont énormes et tout ça, ça ne favorise pas au mieux-être. Et les Sénégalais semblent avoir perdu confiance en ces gens-là. Donc, dans beaucoup de segments, est-ce que cela va se traduire dans les urnes? C'est ça la grande question. Okay. Alors, M. Dia, il nous reste 5 minutes, moins même 5 minutes, 4 minutes. Alors, sortons un peu du cadre sénégalais. La CEDEAO divisée. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sortent de la CEDEAO et créent l'AES, Alliance des États du Sahel. Est-ce que cette division ne va pas amoindrir les capacités d'échange commerciaux au sein de nos États? Au moment où c'est l'heure des grands ensembles, je n'arrive pas à comprendre que des Africains peuvent se diviser encore et s'émietter en faisant d'autres créations autres que la CEDEAO. La CEDEAO est une organisation sous-régionale qui intervient dans les échanges commerciaux et dans la circulation des personnes. Maintenant, si les pères fondateurs de cette CEDEAO étaient là, les Oufé-Boigny et autres, ils seraient scandalisés de voir que l'héritage qui sont légués à la postérité est en train d'être piétiné par des jeunes qui ont des visions autres que ce qui se passe. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je ne cautionne pas cette sortie. J'aurais voulu qu'il reste et qu'ensemble, nous travaillons à avoir une Afrique de l'Ouest plus soudée, plus forte, à l'heure des grands enjeux. Il y a le terrorisme, le salafisme, l'insécurité dans la sous-région, etc. Donc, nous avons besoin d'être ensemble pour être plus forts. Maintenant, cet émiettement n'arrange personne. Et ces gens-là, ils vont revenir à de meilleurs sentiments. Vous verrez, sous peu de temps. Sous peu de temps. Ok. Et il critique la France d'ingérence dans cette organisation-là. Bon, mais ce n'est pas parce que nous sommes favorables à la CEDEAO qu'on ne peut pas dire qu'il y a des failles. La CEDEAO, malheureusement, elle n'a pas une politique conforme par rapport aux situations qui se présentent devant elle. Par exemple, il y a des coups d'État institutionnels. Le cas de la Côte d'Ivoire, la CEDEAO n'a rien dit. Il y a des coups d'État militaires au Burkina, la CEDEAO n'a rien dit. Maintenant, il y a un coup d'État au Mali, tu te lèves, tu fais un embargo, donc tout ça, c'est des problèmes. Donc, tout à fait. Il doit avoir... Et même au Niger. Oui, donc, il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures pour les mêmes membres. Donc, ça veut dire que la CEDEAO, sur le plan de la gouvernance sous-régionale, peine à s'imposer et très souvent elle est critiquée par sa gestion, son élimination sélective, quoi. Donc, ok. Il nous reste à peu près 1 minute. Alors, une note sportive pour terminer cet entretien. Le Sénégal éliminé au second tour par la Côte d'Ivoire. Alors, Aliou Cissé, l'entraîneur, ne doit-il pas démissionner? En tout cas, moi, j'ai eu une immense déception. Moi, je ne suis pas très foot, mais le premier résultat m'avait donné beaucoup d'espoir. Je me disais que
le Sénégal allait faire répéter l'histoire. Tout à fait. Compte tenu des joueurs que nous avons, les potentialités énormes et les conditions dans lesquelles les joueurs ont été mis. Le gouvernement, vraiment sur ce plan, la fédération, le ministère du sport, ils sont dans des conditions extraordinaires de prise en charge. Tout à fait. Et même, ils sont grassement rétribués. Par conséquent, au lion, il est appelé à rugir. Tout à fait. Et malheureusement, ce jour-là, devant des éléphants, les lions n'ont pas rugi. Et bien vrai qu'on parle de l'arbitre, mais s'ils avaient marqué leur but, on n'aurait pas parlé d'arbitre, les occasions. Donc, ça veut dire qu'en football, il y a ce qu'on appelle la détermination et le vouloir de gagner. Les Ivoiriens ont voulu gagner, ils ont réussi. Nous, on a dormi sur nos lauriers avec des joueurs qui sont talentueux, qui ont une aura internationale, mais ce n'est pas suffisant parce que dans le terrain, tout le monde a deux pieds et le ballon est rond pour tout le monde. Bon, maintenant, par rapport à Aliou Cissé, le coaching gagnant. Aliou Cissé devait. Ce que disent les Sénégalais, ils disent qu'il devait normalement faire des changements dès la première mi-temps. Alors, et il ne l'a pas fait, il l'a fait tardivement. En tout cas, pour le moment, bon, d'après les échos des autres, Aliou Cissé n'a pas joué son match. Donc, il n'a pas fait les changements qu'il fallait. Et puis, tactiquement, il a failli. Donc, ça veut dire que certains estiment que Aliou Cissé a été à l'origine de notre défaite. Maintenant, si vous interrogez l'histoire, Aliou Cissé a été toujours décrié dans sa gestion, dans son management du terrain. Donc, ça veut dire qu'il a des limites très objectives. Bien vrai, il a des joueurs excellents, mais il faudrait qu'on l'encadre davantage, que les gens autour de lui soient plus présents dans ses actions. Mais apparemment, on a l'impression qu'il fait un management solidaire et tous ceux qui sont autour de lui semblent être de faire valoir, mais malheureusement, ces limites sont réelles et les Sénégalais ne lui pardonneront pas ça. Parce que en sport, ce sont les performances, n'est-ce pas? Tout à fait. Je suis le meilleur élève de la classe. Ça veut dire que je réussis à mon examen. Quand je joue à mon examen, je fais partie de Nila. En tout cas, il a perduré dans... Il a fait 3 cannes. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est suffisant, quoi. Alors, Monsieur Dia, votre dernier mot? Nous sommes à la fin de cette... Bon, tout simplement vous remercier de l'occasion que vous m'offrez pour parler à l'endroit de vos auditeurs et pour vous permettre aussi de lancer un message à la classe politique, à la société civile, aux populations, pour leur dire ceci, que le 25 février 2024 sera un grand jour dans l'histoire politique de ce pays et allons-y avec sérénité, sans heurts, et que ce jour-là, que la démocratie sénégalaise triomphe. Parce que ce pays nous appartient tous et personne n'a intérêt qu'il brûle. Merci. En tout cas, merci d'être venu, doyen. Nous remercions les auditeurs de la radio 98.7. Nous remercions également M. Abdoulaye Diop, directeur de la radio, qui nous a facilité la tâche. Merci également à Ibrahim Diop qui a assuré la partie technique. À dimanche prochain pour un autre invité.